Bonjour et bienvenue dans la dernière des Veillées Nadia, ces soirées consacrées à la rediffusion de l'intégrale de la série Nadia. Ce soir, je suis avec Olivier, Julien et Cyril. Alors Olivier, tu étais intervenu dans les apéros Nadia quand on avait présenté la série, mais pas encore dans les Veillées. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs brièvement ? Olivier, j'ai travaillé depuis longtemps dans l'animation japonaise, ancien rédacteur en chef d'Animeland. Et surtout, j'ai connu un peu Nadia à cette époque. Je garde le souvenir surtout que c'est un des premiers dessins animés que j'ai connu par des documents japonais avant qu'il arrive en France. Et j'avais suivi cette arrivée chez nous, à l'époque sur la 5. Et on se souvient bien sûr du numéro 5 d'Animeland consacré à Nadia. Oui, qui était un des premiers numéros du magazine. C'était encore un fanzine à cette époque-là et il consacrait déjà sa une à cette série puisque c'était un événement à cette époque-là. Tout à fait. Alors, dans la veillée précédente, on vous avait promis un résumé des épisodes de L'Île, en vous disant qu'il ne se passait pas grand-chose. Bah écoutez, c'est la vérité, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'île, en tout cas d'important. Il y a eu des péripéties, mais finalement qui ne mènent à rien. On peut noter quand même qu'il y a eu une avancée dans les relations entre Jean et Nadia, puisqu'il y a eu un baiser, en fait même deux baisers techniquement, c'est ça ? Oui, en fait, le premier était fait sous l'effet de champignons hallucinogènes que Jean avait cueillis en pensant que c'était des champignons normaux, parce qu'il fallait bien survivre. De drôles de cèpes, donc. Voilà, de drôles de cèpes, et puis donc ça a lancé un quiproquo entre Jean et Nadia, donc voilà, des choses comme ça, il y en a eu plein dans ces épisodes. Pas très intéressant, et puis ensuite ils trouvent une autre île qui apparaît mystérieusement, et ils y vont et ils retrouvent en fait le gang de Gladys. Là-bas, une île un peu bizarre, et puis il s'y passe des choses, ma foi, qui ne sont pas non plus très intéressantes. Il retrouve Ayrton, personnage que tout le monde avait oublié, et ça aurait pu rester comme ça d'ailleurs. Et jusqu'à l'épisode précédent, où ils vont trouver un tunnel un peu étrange dans lequel ils vont entrer. Voilà. Tout à fait. Ben, on va voir là, dans quelques instants ce qui se passe justement dans ce tunnel. Olivier, par rapport à Nadia, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passait avec la diffusion sur la 5 à l'époque, la toute première diffusion? Est-ce qu'il y avait des gens qui s'intéressaient déjà à l'animation japonaise à l'époque et qui commençaient à faire venir peut-être des produits dérivés ou des épisodes en France, ou est-ce que c'était complètement inexistant? Tu veux dire sur les chaînes de télévision, les gens qui diffusaient ces programmes? Non, je veux dire dans le fandom qu'on avait à l'époque, le petit milieu. C'était déjà justement, il y avait déjà des fans qui s'étaient regroupés et qui s'intéressaient à l'animation japonaise. Comme je le disais, c'est une des premières séries que j'ai pu connaître avant même qu'elle arrive en France, parce que il y avait un petit groupe qui se retrouvait devant les premières librairies qui importaient des mangas et des magazines japonais sur Paris. On se retrouvait là, on achetait ces magazines, on comprenait pas grand-chose, mais voilà, des fois les images nous interpellaient et Nadia faisait partie de ces séries. En plus, on avait très vite compris que c'était basé sur une histoire qui se passait en France, en tout cas sur les premiers épisodes. Donc forcément, cette série, elle faisait déjà partie de celles qui avaient retenu notre attention avant même qu'elle ait le succès qu'on lui connaît en France, au Japon. En France aussi, finalement. Et donc, moi, je fais partie de ces personnes qui avaient été effrayées par le générique français, repoussées, on va dire. On avait déjà récupéré le générique japonais et on avait déjà commencé à comprendre qu'au Japon, les génériques n'étaient pas vraiment faits de la même façon que ceux qu'on avait en France. Oui. Ah bon? C'est curieux. Et écoute, très bien. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur l'impact de la série en France plus tard. On va tout de suite regarder donc l'épisode 30, les découvertes dans ce labyrinthe souterrain, c'est son titre. Allez, c'est parti. Alors, petit erratum, on est allé peut-être un petit peu vite en besogne là dans le résumé de l'épisode, mais voilà, vous avez vu ce qui se passe. Effectivement, ils sont entrés dans l'île. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Là, on voit que la machinerie à l'intérieur de cette île réagit quand Jean prononce le mot Nadia. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate tout à fait dans la VO de l'épisode. Et par contre, en VF, l'adaptation n'avait pas tenu compte de ça. Et du coup, il y avait un contresens. L'île réagissait, mais sans aucune logique derrière tout ça. Sur un autre mot. Alors, Olivier, tout à l'heure, tu nous parlais de l'arrivée en France de la série. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les conditions justement de l'arrivée de Nadia sur la 5? Parce que la 5 à l'époque c'était les liens avec les chaînes italiennes. Oui. Donc il y avait des parcours un petit peu sinueux pour l'arrivée des animés. En fait, la 5 se fournissait effectivement à partir des chaînes
à l'époque du groupe Berlusconi, et avait constitué tout un catalogue qui était en fait acheté pour plusieurs chaînes en Europe et notamment en France. Et Nadia faisait partie de ce catalogue. Mais il y a eu tout un tas de tractations. Berlusconi était parti de la télévision française. Il avait revendu son catalogue à AB Productions et voilà. Et le catalogue avait fusionné avec celui d'AB Productions. Et à cette époque-là, la 5, ils se cherchaient un peu. Ils avaient un nouvel habillage qui avait été fait par Jean-Paul Goude. Il y avait un nouveau directeur des programmes qui était Xavier Couture à l'époque. Et voilà, ils se demandaient qu'est-ce qui était intéressant de programmer, sachant que AB, qui avait l'émission concurrente qui était le Club Dorothée, commençait à récupérer tous les grands succès de la 5, Olivier Tom, Embrasse-moi Lucille, il les récupérait pour la une, et il les rediffusait d'ailleurs en faisant comme si c'était des nouvelles séries. Et du coup, le catalogue de la 5 était si spécifique qu'il était en train de se vider de toutes les bonnes séries. Ils ont asséché la 5 en fait. C'était ça, ouais. Effectivement la 5 était de toute façon un peu en difficulté, donc ils n'avaient pas forcément les moyens de rivaliser et de tenir ces séries face aux concurrents qui étaient TF1 en face. Enfin, c'est surtout AB qui gérait ce catalogue pour les deux concurrents et qui donnait forcément les meilleures séries au plus gros qui était le Club Dorothée. Et ce passage par l'Italie occasionnait des fois des traductions un petit peu bizarres ou des génériques curieux sur certaines séries. Oui, alors il y avait des fois des mélanges de génériques. Ils reprenaient le générique italien, mais ils le mélangeaient. Les Italiens avaient aussi une phase un peu de censure parce qu'ils voulaient quelque chose de très lisse. On était encore dans une époque où les dessins animés étaient pour les enfants, dans des cases jeunesse. Donc forcément, les séries de la 5, tout comme celles du Club Dorothée, n'ont pas échappé à certaines censures, même si c'était fait quand même de manière un peu plus subtile et s'ils choisissaient aussi un peu mieux les séries, c'est-à-dire que sur la 5, il n'y avait pas Dragon Ball ou Sanseiya, des choses comme ça. Mais donc Nadia a subi aussi des coupures à cette époque-là. Voilà, et moi j'ai eu la chance à cette époque-là de rencontrer Xavier Couture et qui m'a mis ce fameux listing de toutes les séries qu'il pouvait avoir à disposition. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'est moi qui ai amené Nadia sur la 5, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'avais appuyé cette série et que il s'est trouvé qu'après, elle a été diffusée. Donc, mais c'était très intéressant de voir comment ça fonctionnait, mais les gens qui s'occupaient de ces séries n'avaient aucune connaissance, ils ne savaient pas que Nadia c'était déjà un énorme succès au Japon et ils avaient juste un listing sans fin de centaines de séries et ils pouvaient piocher dedans les plus improbables et les plus des vieilleries comme des nouveautés. C'était assez fréquent à l'époque puisque même les éditeurs vidéo sortaient des séries sans savoir ce que c'était. Je me souviens d'un éditeur à l'époque qui s'appelait Filafilm qui sortait des séries. Et je les avais rencontrés une fois dans leurs locaux et je leur dis, vous savez, ça c'est vachement connu, ça c'est très bien. Ils m'ont dit, ah bon, on ne sait pas. Donc ouais, ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient, ils ne savaient pas ce qui passait, ils ne savaient pas ce qui sortait. Il n'y avait pas Internet encore à l'époque. Non. Très bien. Eh bien, on va continuer à découvrir lors de cette veillée des interviews de M. Okada, mais pas que lui. On aura l'occasion de voir un peu plus tard dans la soirée une interview de M. Matsubara. M. Matsubara qui a été character designer sur Amegami-sama, My Goddess. Il a été directeur de l'animation, je crois, sur un épisode de Nadia. Sur plusieurs épisodes de Nadia. En tout cas, il a été animateur sur plusieurs épisodes de Nadia. On aura aussi un numéro de No-chan dédié à Nadia. Et pour l'heure, là, on va regarder une interview de M. Okada qui va nous parler de ses épisodes préférés et du succès de la série. 気に入ってるのは島に2人が流されてで、ジャンが何でしょう熱にうなされていろんな変な発明をどんどんする回ですね。あの回はコメディとしてはすごくいいと思うんですけどもファンの人にはなんかデタラメな話っていうことで割と評判が悪いですけども僕は好きです。でファンの人とかに評価が高い32話3話以降のその盛り上がるシーンは僕としてはシナリオがちょっとご都合主義っていうのかなちょっと調子よくできすぎてるんでいまいちで前半の方は NHK さんが出した条件を守るためにストーリーがゆっくり進みすぎてるのであまり僕も、好きじゃなくて真ん中あたりのそのノーチラス号が負けてで、エレクトラが裏切ってで島に流されてナディアとヨーヤと仲良くなってあたりの方が一番スタッフがのびのび作ってた感じがして好きですね。初期の頃はみんな硬いし最後の方はもうこれやったら終わりだったんですけど僕の姉の娘メイですね。メイがナディアの絵を描いて NHK に送ってきて
で NHK に貼ってある壁に貼ってあるんですね。なんとかちゃんが描いてくれたナディアの絵ですというのを見たらうちの名の名前があった時にこれはヒットしてるなと思いましたね。島へ流される直前ぐらいですね。で後で姪に会った時に島に行ってから見なくなったと言われたのでそうだなと子供はなんか嫌だろうなとか思いました。だからなんでしょうね、自分たちが作りたいものと視聴者もいろんな年齢層があるんですけどそれとが結構バラバラでそれは作ってて面白かったですね。で NHK だからどんなに視聴率が悪くてもどんなに周りから叩かれても最後までやらせてくれるんですね。で路線変更もないしそれはすごくありがたかったです。Alors, c'est complètement surprenant de voir que le moment préféré de Monsieur Okada prend place dans les épisodes de Lille. Bon, je pense que vous avez compris que ce ne sont pas des épisodes qu'on porte forcément dans notre cœur, mais voilà, c'est le moment où Jean invente tout en fait. Qu'est-ce qu'il invente l'ordinateur, la fusée, l'énergie nucléaire, le toaster, je me rappelle plus, mais il invente à peu près tout. Puis à chaque fois, il y a cette même scène de Nadia qui fait Jean, tu es tellement intelligent, bravo. C'est-à-dire que c'est un montage avec des plans qui sont repris tels quels, qui sont animés donc de la même manière, vu qu'ils sont repris. Du coup, c'est bien animé. c'est une partie de l'île qui est bien animée, qui est assez agréable à regarder. Donc voilà, c'est son moment préféré apparemment de la série. Mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, nous on n'aime pas ce passage de l'île parce que ça fait pas avancer l'histoire. On a envie de voir arriver ce dénouement, donc ça nous énerve de voir c'est les personnages qui évoluent sur cette île. Mais finalement, c'est aussi prétexte à tous les délires et c'est ça, je pense, qui plaît aussi à Okada, c'est cette petite aparté avec des choses complètement abracadabrantes qui arrivent sur cette île. Mais ça serait pas aussi insupportable si c'était pas aussi moche, c'est ça le problème. Pour le reste, oui. Si encore c'était bien dessiné. Dénué de sens, on peut dire. Bah là, on va reprendre le visionnage de la série avec les épisodes 31 et 32. Donc, on va reprendre justement en pleine machinerie mystérieuse de l'île. Et puis, on va commencer un petit arc peut-être encore un petit peu pénible. Je crois que l'épisode 32 n'est pas forcément parmi les meilleurs de la série. 32, c'est l'épisode le plus mal animé de la série. Vraiment très 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 moche. À tel point que on est très franc. Je préfère j'avais relevé à l'époque où je m'étais occupé de la version qui était passée sur Game One. J'avais relevé le fait qu'il y avait deux plans, parmi les plans les plus moches de l'épisode, qui avaient été censurés par Abeoula 5, qui avaient été coupés parce qu'ils étaient trop moches. Donc voilà, ils avaient coupé. C'est aussi possible. Et donc, pour pas abîmer les yeux des enfants. Et curieusement, en fait, ça manque pas. Enfin, ça manquait pas. Donc voilà, du coup, là, ils sont remis. Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. C'est parti pour les épisodes 31 et 32. Voilà, alors on vous avait prévenu effectivement l'arc africain c'est une catastrophe. Et c'est pas fini ou quoi Il y a encore un épisode pour l'arc africain, heureusement ça dure que 2 épisodes. Alors cet épisode 31 super, plein de révélations, on nous faisait dire ça y est les affaires reprennent, l'histoire se remet en marche et puis cruelle désillusion avec l'épisode 32 avec dans cette histoire avec Ama avec donc alors Cyril ces plans là dont tu nous parlais, on les a vus. C'est les plans où il court en fait, il poursuivre King je crois. Donc en fait c'est très très mal animé donc vous l'avez vu j'imagine. Et il y a 2 plans au milieu, extrêmement mal animé et très moche aussi. Et très moche, les personnages pas au modèle, ils respectent même pas le chara design, bon bref. On a l'impression de voir un dessin animé français. Ah, c'est quand même très méchant. Un dessin animé français du milieu des années 80. C'était un troll gratuit. Quand il se mettait à l'ordinateur. Voilà. Et là on peut subodorer le fait que eh bien tout simplement le responsable des personnages n'était pas... Il était malade. Il n'était pas bien réveillé pour retoucher les plans. Il avait piscine. Je sais pas. Mais en tout cas, comme on l'a appris la dernière fois. Non mais peut-être qu'en fait ils étaient en train de préparer la fin. Parce qu'ils étaient très à la bourre. Et donc sur l'épisode 31 qu'on a vu juste avant, donc il y a plein de révélations, là j'ai noté en fait il y a 5 plans qui ont été refaits entièrement. D'accord. Parce qu'en fait pour la diffusion de télé, comme je disais il y a 2 semaines, il y a des plans qui n'étaient pas finis. Et donc là, quand on regarde la version TV, alors j'imagine qu'elle est difficile à trouver, mais c'est la version de la 5 en fait, et les versions LD, DVD et Blu-ray qui sont sorties après, il y a des plans qui ont été refaits. Donc là, j'imagine qu'ils étaient déjà à la bourre et que ces 2 épisodes de l'arc africain ont été faits par des stagiaires, je ne sais pas. C'est-à-dire que ces 2 épisodes ont été sacrifiés pour faire une belle fin. Je pense qu'il y a quelque chose dans... C'est cruel. C'est pas faux ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que...
on a demandé déjà à rallonger cette série en cours de route, hein, puisque comme vous le savez, elle devait faire, je crois, 26 épisodes et elle va être portée à 39 épisodes. Donc il a fallu rajouter des épisodes. Ce sont ces fameux épisodes sur l'île. Et surtout, Hanno, le réalisateur principal, lui, il a voulu vraiment se concentrer sur le final de la série. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une rupture, qu'il délègue à d'autres personnes, notamment Shinji Higuchi et d'autres, la réalisation de ces épisodes sur l'île. Pour se concentrer sur le final. Donc ça peut aussi expliquer le pourquoi de peut-être d'une certaine relâche pour après tout donner sur les derniers épisodes. Tout à fait. On va revenir maintenant à l'interview de Monsieur Okada et on va tout simplement lui demander comment lui, il présenterait la série à des gens qui ne la connaissent pas. On va voir C'est sa pas réponse. possible. Mais je pense qu'il y en a, Olivier. Je pense qu'il y en a et du coup, on va voir ce qu'il en pense, lui, et comment il ferait. ナディアは3つの世界観がこう混ざったアニメですね。1つ目の世界観はそうですね、1話から15話ぐらいまでの、子供向けの、成長物語ですね。ストレートな、子供向けの成長物語が19世紀末の機械の時代、機械と資本主義が本格的に動き出す時代の中でどんなふうに子供たちが成長していって大人になっていくのかというのを書いたお話とですね、その後島に流れてから、日本のですねパスティッシュ文化、パロディ文化っていうのかな、アニメ作ってる人間が楽しんでアニメ作ると。で見てる人たちが子供であろうと大人であろうとこれが分かろうが分かるまいが俺たち気にしないよと。そうじゃなくて作り手が精一杯楽しんでるのを見てちょうだい。一番最初のは子供たちに向けて作ってるんですよ。で真ん中辺はアニメや漫画を好きな人に向けて作ってるんですね。全くターゲットが違う。で後半の30話以降はお待たせしました、サイエンスフィクションが好きな私たちが、これまでの流れで今できる一番面白いサイエンスフィクションというのはこんな話ですっていうふうに作ってます。だから3つのなんかお話っていうのは子供向けの冒険アニメーションとマニアに向けたアニメって楽しいよねって、俺たちアニメ好きでよかったよねっていう楽しさいっぱいの話と、後半のいや SF っていいよねっていうのと3つの話があるので、そのどれかが好きだであれば楽しめると思いますし、もし最初の方を見てなんだ子供向けのアニメかと思った人も真ん中とお尻の方では味が変わってくるので、楽しみにしていただけたらと思います。Ah, c'est assez fascinant comme réponse, hein, parce que autant le récit initiatique, bien sûr, on le comprend. La partie on aime la science-fiction, je pense que c'est clair, et on va le voir là ce soir ensemble avec la fin de la série surtout. Mais la belle animation, le délire, le fait de... On aime l'animation, on va voilà, vous en mettre plein les yeux, montrer ce qu'on sait faire là-dessus. C'est important, je pense, de voir ces motivations qui habitent des créateurs de séries et qui nous les révèlent comme ça aujourd'hui. Et ça veut dire aussi qu'ils ne dissocient pas complètement la partie de l'île du reste de la série. C'est là qu'on voit qu'il y a un point de vue complètement différent entre les fans de la série ou les gens qui l'ont vu et ceux qui l'ont fait. Tout simplement. Donc effectivement, eux le voient pas du tout comme ça. Eux, ça fait partie intégrante de la série et ils l'ont traité de la même manière que le reste. C'est vrai que quand tu travailles sur un projet de manière générale, en tant que créateur, ça a toujours de la tendresse, même pour les choses que finalement qui se sont pas bien passées ou que tu as dû un peu torcher. C'est quand même des bons souvenirs, c'est des choses que tu chéris quand même si du point de vue du public, c'est pas forcément le même ressenti, quoi. On parle même des plans là de tout à l'heure. Joker. Bon, c'est vrai que c'est une série faite avec des contraintes assez difficiles. Avec beaucoup de contraintes, c'était la première série télévisée produite par Gainax, dont la seule expérience avant ça, c'était effectivement des films de court-métrage publicitaires, ou enfin voilà, des petits teasers, un long métrage qui était Oneamis et une série d'OAV qui était Gunbuster. Donc c'était quelque chose d'énorme pour eux, on passe à un autre stade sur la production télévisée. Là, ils ont été obligés de travailler avec un autre studio qui était plus expérimenté, qui était le groupe TAC, qui faisait de la production de séries. C'est eux qui font une des plus vieilles séries diffusées au Japon, les adaptations de contes classiques japonais, du folklore. Donc il y a eu d'ailleurs des conflits à cette époque-là parce que
Gainax, c'était des jeunes passionnés d'animation, de science-fiction, qui ont dû travailler avec une équipe qui était très traditionnelle, qui était des anciens du studio Tezuka, voilà. Et ça s'est pas effectivement très bien passé, mais ils avaient cette rage de porter l'animation à un plus haut niveau sur une production télévisée. Et voilà, on est à la fin des années 80 et ils ont envie un peu de refaire ce monde de l'animation et de bousculer les habitudes de la production télé. Une vraie rupture, comme disait Ilan la semaine dernière. Hein. Et puis, effectivement, directement dans le grand bain. Hein. Vous avez vu ce que c'est l'eau maintenant, hop, nager. Et, L'eau bleue. Voilà, l'eau bleue. On voit ce que ça donne. Trop de métaphores. Alors, ok, on va reprendre sur la série avec 2 épisodes qu'on peut passer en fait. Mais... Alors moi j'aime bien l'épisode Non. musical, hein, personnellement. Donc, Karaoké, moi j'ai j'aime envie de bien. dire. D'accord, alors. L'épisode 33, donc c'est la fin de l'arc africain. Voilà, celui-là, Voilà, on peut et l'oublier. puis, l'épisode musical, eh ben, si vous l'avez jamais vu, je pense que c'est le Alors, Surtout, et il l'épisode n'était pas 34? passé en France Oui, il n'était lors pas de la passé. première diffusion. Il avait tout simplement pas doublé. Je pense que comme c'était que des chansons, ils ont dû se dire allez hop, on l'enlève. Mais c'est pas forcément très courant dans une série qu'on ait un épisode musical Non, comme ça. c'était effectivement assez. Est-ce que inhabituel. c'était, est-ce qu'ils étaient vraiment peut-être en méga rush, deadline, pour refaire un épisode un peu compile avec des Je ne sais chansons? pas. Je pense qu'ils ont dû voir C'est arriver possible, cet hein, épisode et. Peut-être aussi que tout simplement ils avaient besoin d'un épisode et qu'ils avaient dans l'histoire ça rentrait pas, donc ils ont mis un épisode musical, effectivement ça se faisait, donc pourquoi pas. Eh ben, en tout cas, on va regarder ça ensemble tout de suite, les épisodes 33 et 34. Voilà, donc on vient de voir l'épisode 33 et surtout le 34 qui n'avait jamais été diffusé en France sur la 5, sa première diffusion à l'époque. La première fois que l'épisode 34 est passé à la télévision française, c'était lors de la diffusion de la série sur Game One. Et à l'époque, la personne qui avait soutenu ce projet, le directeur des programmes de Game One, c'était Jean-Pat, Patrick Sarrea. Bonsoir. Salut Jean-Pat, Bonsoir tout le monde. merci d'être venu avec nous Merci ce de soir m'avoir pour cette invité. veillée Nadia. Merci, ça me fait plaisir. C'est surtout grâce à lui, enfin on va y revenir. Bah alors, Mais cet justement, épisode j'ai- inédit, j'ai c'est grâce plein au de monsieur qui est à questions. côté de moi. Comment ça s'était passé du coup l'arrivée de Nadia sur Game One à l'époque? Alors, du plus loin que je me souvienne, parce qu'ils m'ont rappelé à l'occasion de cette soirée que ça faisait 13 ans déjà. C'était Hein hier. C'était hier. Moi, les souvenirs que j'en ai, c'est notre très cher directeur des programmes de No Life et réalisateur ce soir, Alex, qui me parle de ça. C'était à l'époque où on avait... Moi, Alex, pour resituer le truc, Alex Pilote, puisqu'on ne voit pas à l'image, donc il faut préciser de qui je parle, Alex Pilote était celui qui me servait de conseiller aux achats de Japanime et des choses comme ça. J'ai écouté systématiquement son conseil. Et à l'époque, j'avais eu l'opportunité d'avoir des négociations avec le groupe AB. Alors, dans le temps et en chronologie, peut-être que je vais faire des erreurs, mais je lis ça à l'acquisition d'Edgar de la Cambriole, qui a été un bit d'audience sur Game One et qui dure des plombs d'épisodes. Mais c'était pas ça l'important, hein, vous le Tout à savez. fait. Et donc Alex m'a expliqué et m'a présenté Cyril. Il m'a même pas présenté Cyril, je sais pas, tu vas peut-être corriger, mais j'ai été présenté à toi assez rapidement, mais Alex a vendu un peu toute la mayonnaise, il m'a dit bon, bah, en gros, et il savait ce qui m'intéressait, il m'a dit si tu veux avoir un truc vraiment inédit, original et qui appelle l'attention en termes de programme, fais confiance à ce gars, il va venir, c'est gratuit, je tiens à le dire parce que c'est d'une telle rareté, enfin, Cyril est là, donc c'est toujours un peu embarrassant, mais moi on m'a demandé de venir aujourd'hui, il est là à côté de moi, mais Cyril quand même a passé, on le voit dans le making-of qui traîne sur le net de cette époque-là, travaillait et venait la nuit, mais la nuit entière, enfin quasiment quand même, Une bonne partie. une bonne partie de la nuit, faire ce boulot de fou, gratuit. Alors, juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Nadia a été passée à l'époque sur Game One dans une version remasterisée Oui. par Cyril. Et c'était quoi le résultat en fait? Le principe c'était que j'avais des LD qui nous avaient été prêtés et j'avais les masters d'AB. Et les masters d'AB, comme on l'a expliqué, ils étaient coupés, donc il y avait des coupes dedans. Donc j'ai C'est les regardé. masters de la première diffusion, C'était avec oui, voilà, je des crois, coupures, il y avait des coupures. changements de dialogue. Sachant qu'il y a eu plusieurs masters et plusieurs coupures, donc voilà. Et du coup, j'ai regardé les deux en parallèle et donc j'ai relevé toutes les coupes, qui sont encore d'ailleurs sur mon site web. Et ensuite, je les ai remis dans les épisodes. C'était difficile parce que la vitesse n'était pas la même, etc. J'ai sous-titré les parties donc, qui manquaient. Voilà, bah, en On gros, a j'ai refait rajouté les génériques. les génériques J'ai remis les génériques Ouais. avec les crédits, c'était un gros boulot parce que la traduction des génériques c'est un gros taf et c'est d'ailleurs pour ça que les versions illégales sur le net le font très rarement. Donc il a fallu retrouver toutes les infos et puis tout ça un petit peu sous la protection de Jean-Pat
qui nous avait dit, parce qu'on lui avait dit, oui, mais... En fait, comment c'était possible ça enfin, Oui. C'était pas possible. Voilà. C'était pas possible. Mais j'ai mes points retraite, maintenant moi je suis retiré des voitures, donc je peux le raconter. En fait, En- est-ce qu'on a le droit Non. de refaire une version Non, telle qu'elle non, aurait non. dû être au départ? Pas avec les contrats d'acquisition qu'on avait à l'époque, tu te doutes bien. On n'avait pas le droit, et en fait ce qui s'est passé, c'est que, et je retrouve cette ambiance ici, vraiment, enfin quand je regarde depuis chez moi, et puis là c'est la première fois que je viens, donc ça me confirme plein de choses, on est des tarés, et on sait pourquoi on fait ça, pour partager un truc. Donc, aussi stupide et aussi grave que ça puisse être pour ma carrière ou la suite de ma carrière, moi j'ai pas pensé à ça. J'ai vu, si tu veux, moi je me suis mis j'ai suivi ce que Alex et Cyril m'ont dit. Ils m'ont dit, écoute, là, pour les gens qui aiment l'animé, pour les gens qui aiment cette série, pour les gens qui vont la découvrir, il faut que ça soit fait comme ça. Il faut que ce soit l'intégrale. Il faut que ça soit vraiment- l'intégrale. Ça se rapproche de la... Moi, j'avais des problèmes par rapport au passage qui n'avait pas été diffusé, par rapport au fait de le sous-titrer, parce que j'étais déjà un petit peu trop poussé par le marketing et je me disais les sous-titres, les gens vont se barrer. Mais non, ils ont réussi. Et après, il s'est passé une chose toute simple, c'est que je n'ai rien dit à personne. En fait, tout simplement. Donc, pour Tu as l'anecdote. pris des risques. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que j'ai ensuite rejoint le groupe AB où j'ai passé 5 années et demie avec des gens formidables au niveau des équipes, je tiens à le dire aussi, c'est important. Mais à l'époque, j'ai rien dit. La seule personne, ça m'est revenu tout à l'heure pendant que vous étiez en train de discuter sur les plateaux précédents, la seule personne qui m'a mis en danger était le gars qui me faisait la conduite antenne, qui s'appelait François, et qui lui, à un moment donné, a vu arriver ces bandes via la bandothèque et dans ce qu'on appelle la conduite antenne, et qui me Donc disait... il avait des épisodes en version mystérieuse qui apparaissaient le matin sur son bureau, c'est ça? Non, Parce que dans la grille, lui. Lui, il faisait la conduite. Donc après, il allait voir la fille à la bande Florence. Et il disait, qu'est-ce que c'est que ça? Et il disait, c'est un beatnik qui vient la nuit, il nous met des trucs au pas de la porte et nous, on les passe. Et il est au courant, ça rien? Oui, il est au courant, ça rien. Et donc, le type est venu me voir. Il faut savoir qu'on avait des rapports un peu... C'est quelqu'un que j'adore et que j'ai revu, etc. Mais on avait des rapports un peu conflictuels. Déjà à l'époque, puisqu'il était en désaccord avec ma manière de programmer. Peu importe, mais c'est important parce que, comme il y avait une tension, j'ai eu très peur, c'est ce qui m'est revenu tout à l'heure, d'être dénoncé par lui, entre guillemets. Mais dénoncé, on avait quand même une patronne qui s'appelait, qui s'appelle toujours Nathalie Cosse-Cerdan, qui, je pense, m'aurait mis peut-être au pire une fessée, au pire. Mais vraiment, en y repensant, et puis j'ai pris de la maturité, j'ai fait d'autres choses, et j'ai aussi continué à acheter des programmes et fait d'autres chaînes, etc. Concrètement, c'est totalement illégal, c'est impossible. Les contrats de vente, enfin d'achat de programmes entre Game One et le groupe AB étaient complètement... C'était pas possible. Il y avait même les multidifs étaient très contrôlés, à tel point que Edgar, j'ai dû continuer à diffuser alors que ça me plombait la diff, mais voilà. Mais il n'y avait pas du tout de possibilité, comme d'autres distributeurs, on en parlait tout à l'heure, qui se disent on peut aller repiquer quelles que soient les sources pour en faire un produit significatif. Ça, c'est dans les contrats aussi, Ça, c'est- mais voilà. ça n'y était pas dans le pire. Même s'ils vendaient un programme qui finalement Était une merde. était coupé, était Non, mais transformé. même en termes de, je dis ce mot grossier, pardon, mais simplement parce que c'était le cas. Il y avait des, enfin toi, tu as travaillé sur les bandes, il y avait des trucs. Et pour l'anecdote aussi, mais ça va intéresser peut-être les passionnés. Quand à l'époque, je vais parler en franc, Dis-nous. je vais parler en franc. ça va parler aux, Fais la conversion. aux plus anciens. Vous ferez la conversion, vous vous débrouillez. Quand j'achetais une série totalement inédite comme Cowboy Bebop à l'époque, à notre ami commun Carlo Levi, il avait la gentillesse, c'est lui qui va m'insulter je crois ce soir, mais c'est pas grave, il avait la gentillesse de nous la vendre pour 5 ou 6 000 francs l'épisode. Plaisanterie, hein, À plaisanterie. peu près 1000 euros, un peu moins de 1000 euros. Fait la conversion, mais je ne sais Merci pas. Cyril. On est 15 ans après, je ne sais toujours pas. Eh bien pendant ce temps-là, AB me vendait Nadia Censuré. Censuré. et Edgar censuré pour entre 12 et 15 000 francs l'épisode, et je vous laisse compter le nombre d'épisodes. Il y en a 30. Edgar c'est 52. Hein. Oui, 50. Je me souviens encore de la 52 facture. doublé en français. Mais vous voyez, donc à un moment donné, dans mon esprit, je me suis dit, c'est pas possible. On a un gars qui nous propose, parce qu'on est en amitié, Carlo, avec le groupe Canal, on avait travaillé, et de l'autre côté, il y avait ce truc d'obèse qu'on payait plus cher. Ça aurait été bien le diable qui vienne nous tirer les oreilles. Mais dans les faits, matériellement, parce que sinon je vais prendre toute la soirée, c'était totalement interdit, illégal, on n'avait pas le droit de le faire. Mais toi, tu nous as dit, allez-y, et puis s'il y a un problème, moi je gère. Oui. Voilà. Oui. Sacré Jean Pat. Ouais, mais si je m'en rendais compte, mais Ben c'est bravo. quand écoute, c'est du très trac, non mais courageux. quand c'est de l'artistique, quand c'est des choses, ils auraient fait pour faire un détournement, j'aurais pas pris le risque par exemple, parce que C'est autre chose. oui, On transforme l'œuvre originale. les auteurs auraient pu dire tu manques réellement de respect. Là, c'était pas le cas. Là, au Donc, qu'est-ce contraire. qu'allait me dire Abbé On remet l'œuvre Qu'allait me dire originale. Abbé Oui. Voilà.
Alors pour compléter un peu, nous on a eu des retours un peu à droite à gauche, on n'était pas dans les petits papiers des gens évidemment, mais Alex me disait qu'il avait eu un retour comme quoi Abe s'était rendu compte de ça et qu'ils n'étaient pas contents, et qu'il disait nous si les Japonais l'apprennent on va avoir des problèmes. Et du coup Alex avait demandé à un ami qui s'appelait Pierre Ginard qui travaillait au Japon et qui était très proche de plein de studios japonais en disant mais si jamais les Japonais l'apprennent qu'est-ce qui va se passer? Et Pierre avait répondu s'ils apprennent que vous avez remis la série comme elle était à l'origine, ils vont juste vous embrasser en fait. Parce que... Et nous céder les droits à nous plutôt que la distribution chez AB. Peut-être. D'accord. Eh ben écoute, en tout cas c'était une belle aventure, ça a permis à l'époque à plein de gens de découvrir la série. Donc dans cette version... Il était moins loquace il y a 13 ans sur les plateaux. Je tenais à le dire là parce que je l'ai dit tout à l'heure en off. Il était beaucoup moins loquace, ça a été... Et ne regardez pas sur le net les anciens plateaux. Hein, absolument pas, ne les trouvez pas, ils y sont pas. Il n'y en a pas. On a effacé. Vous aurez peut-être des surprises. Ok, on va reprendre avec l'interview de Monsieur Okada qui va nous confier une anecdote très curieuse, je n'en dis pas plus, qui leur est arrivée pendant la production de la série. ありました。韓国からですね、撮影、違うな、アニメの原画とか動画が宅急便で毎日のように届くんですね。便で届くんですけども、で僕ら以外にも韓国のアニメスタジオを使っている日本のアニメの会社がいっぱいあったんですよ。なので当時その成田の税関のところでしょっちゅう止まったんですね。あまりにもたくさん韓国から便が来て、で僕らがその度に受け取りに行ったり、宅急便の会社に頼んだりして運んできてもらうんで、抜き打ち検査で開けるんですよ。でも開けても大体紙が入ってるだけだから OK なんですけども、僕らのスタジオじゃなくてよそのスタジオが発注したやつで中にですねどうもドラッグが入ってたらしいんですね。で急にすごく厳しくなったんですよ。で急に厳しくなったんですけど、ちょうど間が悪くさっき話したスタッフの何人かが韓国にいて向こうのスタッフと話して仲良くなっちゃったもんだからインスタントラーメンとかしていろんなものを入れてくれるんですね。で成田の税関の人たちは開けて紙だけだったら通すんですけど、紙以外のものが入ったらこれはもうドラッグに違いないと思ったら、ある時からそのガイナックスとか入ったら何かこのラーメンはともかくですねペースト状のもの、それ韓国の唐辛子なんですけどもとかいろんな変なものが入っているので、全部それを税関チェックで2週間止められるんですね。で僕らはですね、1週間後にオンエアするフィルムの原画がやっと韓国から来たのに2週間足止めされたりしたらもうそこ諦めるしかないんですよ。だからもう一回国内で書き直すとかですね、もしくは税関に行って頭下げてで紙の部分だけでもくださいっていうふうにやるんですけども、なんかねそれが3回ぐらいあってですねパニックになりました。はい。Eh ben, quelle anecdote! C'est comme quoi, il n'y a pas que quand on achète des figurines et des CD qu'on a des problèmes avec la douane. Tout à fait, mais alors c'est complètement rageant en plus. Alors, il n'a pas précisé de quel épisode il s'agissait, mais... C'est notre grand jeu concours. Trouver les épisodes. Saisi à la douane pour de la soupe. Ça serait pas forcément étonnant que ce soit des épisodes de l'île ou même de l'arc africain. Qui pardonnerait beaucoup de choses, qui ferait pardonner. En même temps, ça voudrait dire que les épisodes les plus moches ont été faits directement en interne. Donc, ça rattrape pas le... Tu es sans appel, Cyril, sans appel. Alors, Jean-Paul, puisque tu es là... Oui. J'ai personne pour me garder, hein, c'est pour ça qu'ils m'ont invité, parce que ma femme m'a appelé en disant, nous, on a une soirée, si vous pouvez le garder chez Low Life. Comme tu es... Je voudrais que tu nous parles un petit peu des Nuits Nadia. Quelque chose que vous aviez fait à l'époque sur Game One, et c'était pas du tout courant de faire ça autour de la diffusion d'une série, et qui plus est d'une série d'animation. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Le plus dur dans mes souvenirs, dans mes vieux souvenirs... C'était Omnibus, hein, ça s'appelait Omnibus. C'était Omnibus Nuit Nadia. Que j'avais moi-même piqué Omnibus, c'est la manière dont on programme les Anglais sur la BBC tous les matins, en bout à bout, la fiction de la semaine, etc. J'ai rien inventé, parce qu'après, il y a l'équipe qui... Donc on n'a rien inventé. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est beaucoup de retours par mail des téléspectateurs qui hallucinaient de ce qui se passait. Beaucoup qui ont râlé, peut-être que plus de votre côté, Alex et toi, mais qui demandaient comment on pouvait revoir ou récupérer ce truc-là. Mais c'était compliqué de programmer des nuits entières. Non, parce que... Non, c'était pas... Enfin, vous faites ça depuis 7 ans, les enfants. Vous faites un peu comme vous voulez. Et à l'époque, moi, les fiertés que j'ai du temps de Game One, c'est que c'était vraiment... Je suis venu pour la première fois aujourd'hui ici, mais je ressens ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
si c'est nécessaire, si on en a besoin. Le fameux monsieur dont je parlais tout à l'heure à la conduite antenne, c'était les plus gros conflits. Il voyait Game One comme vraiment une chaîne de télévision normale. Il me disait la publicité. Et je dis non, la nuit, il n'y a pas de publicité, t'es gentil. Oui, mais alors après, pour se recaler dans la nuit, je dis n'importe quoi. Enfin, il y avait des choses toujours qui n'allaient pas pour les gens qui voulaient faire de la télévision dite traditionnelle. Carré. Et moi, pourtant, je suis un garçon très carré. J'aime beaucoup les formats, les 6, les 52. Je suis très comme ça. Mais il faut pas se mentir à un moment donné. Quand on rend l'antenne pour aller mettre du comblage parce qu'on n'a pas finalement eu les pubs, ou quand on rend l'antenne pour rediffuser le 12e fois un type de jeu, je trouvais ça complètement aberrant. Mais au-delà de ce problème-là, les plus gros problèmes, pour être très sincère avec vous, grâce à Alex, moi je ne suis pas complètement dans la Japanimation, je suis dans la Japanimation par la 5. Je suis un peu plus âgé que vous, mais voilà, moi aussi j'ai connu cet univers-là, puis Candy, Goldorak, tout ça, donc il y avait un regard, une affinité autour de ça. Je rediffuse Princesse Sarah auprès de mes enfants tout petits en ce moment, et ça cartonne, ça n'a rien perdu. Et donc, c'était en interne pour convaincre que la Japanimation avait sa place sur Game One. C'est drôle quand on voit Game One aujourd'hui, mais à l'époque c'était une vraie lutte. Et quand j'annonçais, pour te répondre, on va faire des nuits, on me disait non mais là c'est pas possible. D'ailleurs j'ai revu, il faut pas les revoir, mais j'ai revu parce que j'ai des VHS chez moi, les plateaux. Et il y a un moment où je rebondis et je dis ou à Alex ou à Cyril, vous avez fait un mémoire vive spécial. Et je dis, il y en a qui vont être contents, il y a du jeu vidéo sur Game One. C'était vraiment pour me moquer de toutes les critiques que j'ai vécues en interne et de gens, que ce soit à la production, à l'édito, qui me disaient tu vas nous faire chier avec mais vraiment, hein, c'était comme ça que ça se passait. Donc moi, je suis un garçon sans filtre. C'était comme ça que ça se passait. Avec le recul, j'hallucine quand même d'avoir dû me battre sur des choses qui sont pourtant, quand on prétend être de cette génération-là, de cette culture-là, et pourtant ça a été des sujets vraiment de conflit, de critique. On critiquait ma manière de faire la grille de programmation en injectant autant. Plus le fait que j'étais animateur en plus d'être directeur des programmes, donc c'était pour flatter mon ego que je faisais tant de soirées, et j'ai eu droit à tout ça. Alors que moi, en plus, comme un crétin, je faisais confiance à des gars qui me disaient « Patrick, ça, il faut le faire. Vraiment, je pense. » C'est comme la nuit du film amateur, je sais que vous en avez refait une, c'est quelque chose qui reste dans les annales de Game One, en tout cas de mon parcours et de mon passage à Game One. 10, 12, 13 ans après, il y a des types qui me font des mots comme ça, gratuitement, sur Facebook, pour me dire « Jean-Pat, super, merci. » Et ça, c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là, donc ça me suffit, ça me va très bien. Et même de faire ça après 22h, c'était problématique, parce qu'on pourrait penser que c'était un horaire moins suivi, et que... Bon, alors moi, après je me rappelle que Game One, la nuit, à cette époque-là, c'était des cassettes, les régies, c'était pas du... Des grosses bandes de... C'était des grosses bandes d'une heure, et avec Alex et moi, on restait souvent tard à Game One pour bosser, et en fait, il y avait 2 cassettes qui tournaient en boucle, avec des clips de jeux, et à la fin, on les connaissait par cœur, parce qu'on entendait Game One, et donc c'est toujours les mêmes, à tel point qu'à un moment, je crois qu'il y a une cassette qui s'est cassée, ou un magnétoscope qui est tombé en panne, et 1 heure sur 2, il y avait du noir. Donc non, il y avait rien en fait la nuit. Hein, et moi, on me cachait plein de choses comme ça pour lui répondre, parce que les gens étaient feignasses qui faisaient les conducteurs, et les gens ne considéraient pas. Alors que moi, j'ai toujours pensé, encore aujourd'hui, mais je ne suis plus rien dans cet univers, donc je peux le dire gratuitement, la nuit, mais la grille de nuit, le type qui travaille sa grille de nuit, il génère un vrai trafic et une vraie affinité. Et déjà à l'époque, je le pensais. Vous allez vous moquer, mais France 3 fait ça depuis pas mal de temps. Étudie ce qu'ils programment la nuit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a une vraie étude pour les grilles de nuit. Et en France, on ne veut pas ça. On a beau savoir qu'on est dans un pays, quand même, il y a beaucoup d'insomniaques, il y a beaucoup de machins, et puis beaucoup de métiers qui travaillent la nuit. On ne veut pas entendre parler de ça. Mais des geeks, oui, j'en suis, d'ailleurs, moi-même. Mais pour te répondre, Olivier, c'est ça qui est assez drôle, c'est ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire que la nuit, normalement, tout le monde s'en fout, mais dès qu'on veut y toucher, tout le monde s'y intéresse. C'est ça qui est assez bizarre. D'accord. Voilà. Et ça n'a pas beaucoup changé. Eh ben, dis donc. Et toi, ça Cyril, tu gardes quel souvenir de ces omnibus? Moi, ces omnibus, je crois que c'est la première fois où j'ai été sur des plateaux aussi longs en télé. Et ça se voit pas du tout en plus. Ça se voit absolument pas. J'étais dans des fauteuils qu'on avait pris à la réception. Volé à l'antenne. Et en fait, j'étais. Alors, les deux là sont grands, c'est-à-dire qu'Alex et lui sont grands, et moi je suis petit. Donc eux, ils ressortent un peu, mais moi j'étais complètement enfoncé dans le truc. Oui. Et c'était. Sur noir, sur fond noir. Et puis les plateaux étaient super longs. Moi, je me souviens que. Il y a 30 minutes. Moi, j'en ai vu 30 minutes de plateau. Il y en avait un. On a présenté les goods. Mais nous, on a peur de rien. On avait présenté les goods. C'était assez long et tout. Et à la fin, ça s'arrête. On fait bon, on a fait combien? Et là, on entend le réal. Je sais plus qui c'est qui avait réalisé. C'était Franck peut-être. Et qui disait, là, vous avez fait 30 minutes. On va pas le refaire, c'est bon. Non, ouais, mais oui. C'était. Enfin, il y a des gens qui font lire des livres la nuit sur des chaînes de la TNT. Hein, nous, c'était très intéressant. De Nadia. Mais c'était laborieux, pour être honnête. J'en ai parlé avec Alex qui est là. Moi, je suis très ému que Alex soit là. Je tiens à vous le dire parce que c'est la première fois que je suis sur No Life.
Alex, j'adore. Alex Alaria. J'adore actuellement. Alex, et Alex est directeur des programmes, et ça, c'est une vraie fierté pour moi. Mais c'était impressionnant. Mais de faire c'était ça vraiment sur, ça. C'était impressionnant de faire ça sur Game One. En fait, c'était pas du piratage d'antenne, mais c'était un peu, on Oui. était un peu libre et tout. Alors que Game One, enfin, les gens se rendent pas compte, mais Game One, donc c'était d'abord ces 2 points, donc c'était une chaîne de Canal, Canal et Infogrames, et en fait, c'était une vraie chaîne de télé avec un plateau énorme, des vrais décors, Ah, des on vraies avait un salles plateau de 120 mètres carrés, une vraie régie. des rédactions et tout. Donc on arrivait là, c'était vraiment l'univers de la télé, avec des grandes caméras, des cadreurs, des machins, une belle régie et tout. Et donc du coup, c'était là, là, on fait ce qu'on veut avec ça. Donc c'était un peu magique en fait. Mais c'est bien quand on donne de la liberté à des gens qui ont envie de faire des choses, bah du coup ça donne des résultats. Ouais, on avait la régie de la Coupe du Monde 98, qu'on avait racheté. Mais c'est vrai. D'accord. Il y avait 36 boutons, je crois, on en utilisait 6 au maximum. Mais c'était comme ça, Game One, c'était Fululu. Ouais, c'est ça. Fululu. Ouais. Eh ben, très bien. Merci pour toutes ces anecdotes. Mais merci à vous. On va reprendre la diffusion Oui. de la série. Pardon, Parce parce que que là, je parle beaucoup. C'est là. Maintenant qu'on a terminé avec tous les épisodes de l'île, de l'arc africain, l'épisode musical, et ben voilà, maintenant les affaires reprennent. Maintenant on reprend en force avec les épisodes 35 et 36. Alors voilà, les épisodes 35-36, eh ben là il s'y passe des choses, hein, contrairement à tous les épisodes qu'on vient de se fader sur l'île et en Afrique. Donc Nadia qui apprend la date de son anniversaire. Nadia qui se tente de se suicider. Effectivement. Chose qu'on voit quasiment jamais dans ce genre de série. Gravité peu vue, effectivement. Très belle réalisation avec tout un passage en noir et blanc, la moitié de l'épisode en noir et blanc. Oui, alors petit rappel peut-être l'épisode Ah. 6 de Toponelai Gunbuster. On voit les petites touches de couleur, mais quand même moi ça me frappe. Et puis l'épisode 36, effectivement, avec le retour de l'équipage du Nautilus. Et alors, voilà, le nouveau générique de l'épisode 36 avec le New Nautilus, donc c'est du spoil complet. Comme ça se fait tout le temps au Japon, quand il y a un nouveau générique, effectivement, c'est l'occasion d'être spoilé par le nouveau générique avec tout plein de nouveaux indices sur ce qui va se passer dans la partie suivante de la série. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien parce que je considère que c'est du spoil agréable. Parce que d'un coup, on en a plein les mirettes, alors qu'on est engagé dans l'histoire, de voir à savoir ce que qui le va se spoil passer. ne gâche pas forcément l'histoire. Je crois qu'il y a eu des études récemment il y a des études où en fait ils prenaient 2 groupes témoins avec un bouquin à lire, et il y a un groupe il leur disait la fin et l'autre groupe il leur disait pas la fin. Et après on leur demandait de noter le livre et s'ils avaient pris du plaisir ou pas. Et au final, les gens qui connaissaient la fin, ils ont pris du plaisir aussi, parce qu'ils veulent savoir comment on arrive là. Comment on en arrive là. Mais oui. Et si le livre est bien écrit, c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément la fin. Le chemin, pas la Et destination. donc du coup, le générique, effectivement, il nous montre des choses, mais après c'est se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand est-ce que ça apparaît? Pourquoi? Comment? Et puis on est content de voir ça, on se dit, voilà, ça change. Surtout un nouveau générique à quelques épisodes de la fin. quand même. Voilà, Ouais, quelques épisodes de c'est la vrai, fin. c'est vrai. C'est classe. Mais ça se fait encore, hein, parce que la série là, qui a bien cartonné, Kill la Kill, c'est pareil, le générique il évolue à chaque épisode même. À chaque épisode, le générique est différent. Mais oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Alors, Jean-Pat, donc on a parlé des omnibus Nadia, Oui, de la diffusion de la série sur Game One. il y a 13 ans. Et j'aimerais bien que tu nous parles des retours que tu as eus par rapport à la diffusion de cette série. Comment ça se passait quand tu diffusais d'habitude des dessins animés japonais, et là, est-ce que ça a été différent? Alors, ce qui était assez drôle, c'est que, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on a eu beaucoup de retours très positifs tout de suite sur le mail. Et alors, je me suis fait avoir parce que moi, j'ai argumenté auprès de tous ceux qui étaient contre en interne. Sauf que moi, je passais mon temps à dire à des gens comme Marcus, qui m'ennuyaient, pour être poli, avec « Oui, mais tu as vu, j'ai reçu des messages, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. » Et je lui disais « Oui, mais en audience télé, le net, ça représente quoi? 5%. » Donc là, j'étais prêt à mon propre piège, j'arrivais avec mes trucs, et on me disait « Oui, mais tu nous avais pas dit que le net, en fait, fallait pas le considérer. » Donc c'était assez difficile, et on s'est souvenu, alors on sait pas le situer, mais on s'est souvenu tout à l'heure entre 2 plateaux, qu'il y a eu une rediff l'été de Nadia, des Nuits Nadia, et c'est vraiment, enfin, au-delà des études d'audience et de médiamétrie, on sent un truc, c'est quand ça revient, moi, des années après, des mois après le passage, il y avait tout le temps des gens qui étaient restés sur leur faim, qui voulaient ce type de soirée, qui voulaient ce type de programme, etc. Donc, c'est ce genre de truc qui fait que tu te dis, vous vouliez pas des nuits, fallait pas toucher à la programmation de nuit, mais si, ça a été un vrai succès. Et vraiment, au-delà de ça, moi, ce qui me marque le plus, c'est
Moi, individu, j'ai fait 2 ans d'antenne, je crois, à l'image. En fait, j'ai recompté l'autre fois, rien. Enfin, ou 18 mois, ou vraiment pas beaucoup. Et des gens qui s'embêtent à me retrouver en tant que Jean Pat pour me dire sur les omnibus, c'est une vraie fierté. Et surtout, je tiens à dire que les omnibus, à l'époque, s'ils ont été mis en place, parce qu'il y avait aussi Red Dwarf, que j'adore, qui était un peu l'objectif nul anglais, pour grossir le trait, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'était à l'époque la démarche de dire Game One, c'est quoi? C'est une passion commune, mais comme dans la vraie vie, je vais te rencontrer pour ta passion, une passion en commun, et puis peut-être que autour dans ta vie, tu as plein de petits trucs qui m'intéressent aussi, et c'est comme ça que je vais passer plus de temps avec toi et auprès de toi. Et c'était ça la manière de faire la grille de Game One à l'époque. On me l'a beaucoup reproché, c'est pour ça que je reviens dessus aujourd'hui. Et surtout, ce genre de nuit, je tiens à le redire, c'est comme la nuit du film amateur, ça a été pire. En plus, ils ont foutu le bordel dans les locaux, donc il y avait Micheline de la Compa qui était un peu chocolat, fâché, tout ça. Et tous ces trucs-là qui marchaient un peu, et avant moi, Patrick Giordano, qui est le créateur de Game One et qui était juste avant moi celui qui a fait les grilles de Game One, on était un peu dans le même truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette génération et cette culture, on fonctionne comme ça. Ça se voit quand c'est trop carré, trop édulcoré, trop nettoyé, trop marketé. Et donc moi c'est ça qui nous a porté, qui a fait que j'ai fait confiance à des mecs que je connaissais même pas. Je connaissais pas ce monsieur du tout. On s'était rencontré très rapidement avant. Oui, mais c'était pas connaître les gens. Enfin, pour un vrai directeur des programmes qui doit programmer quelque chose. Il y avait combien d'employés à ce moment-là à Game One? Il y avait 60. À un moment, il y a eu 60 personnes. Voilà, donc c'était pas oui, mal. 60. Monsieur Michael Sportouche m'avait donné la liste en me demandant d'en virer, et c'est pour ça qu'il m'a viré, parce que je disais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Pour finir les anecdotes. Et du coup, moi, de mon côté, en fait, pour les retours, Ouais. donc, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, les gens en parlaient beaucoup longtemps après. Moi, pendant des années, en fait, on m'a demandé est-ce que ça va sortir en DVD? Et je disais non, c'est Game One qui a les droits. Je sais pas comment ça se passe, voilà, machin. En plus, il y avait eu des histoires à Game One, il y a beaucoup de gens qui avaient claqué la porte, etc. Donc l'équipe avait changé, toi t'étais parti. Donc je dis, bah à mon avis, ça sortira jamais. Et puis je disais, de toute façon, honnêtement, si ça devait sortir un jour en DVD, mieux vaut sortir la version sous-titrée. Ce qu'on avait fait, c'était un bricolage. Et donc du coup, il y a des gens qui avaient enregistré, qui avaient fait des vidéos CD, qui avaient mis sur Internet à l'époque, avec Emule et compagnie. Ça se baladait dans tous les sens. Et puis bon, moi, je recevais régulièrement des emails qui me disaient, ah ben merci beaucoup pour ce que tu as fait. Le fameux merci pour Nadia. Ouais. Merci Davy Mourier. Voilà, et que Davy Mourier après m'a collé sur le dos pendant des années. Merci Davy. Oui, mais donc, alors, voilà. je tiens à dire, Cyril, je tiens à dire pour Alex, parce qu'il n'est pas là avec nous sur le plateau, mais que lui aussi était reconnu, je me souviens très bien, en convention, il était assailli. Et à la base, il faut se remercier souvenir que c'est une idée d'Alex, hein. C'est une idée d'Alex, complètement. Par contre, après, il me semble qu'il n'avait pas tellement le temps, et en plus, il devait partir au Japon pour le TGS et tout à certains moments. Et je vais faire mon Michel Drucker, si vous me le permettez. En plus, il est derrière là-bas, donc tant pis pour lui. C'est vraiment grâce à Alex, j'en suis convaincu. Ce que vous avez vu à l'époque de Game One, des animés, au-delà des propositions comme faisait Carlo Levi, et je prenais le temps de visionner les séries, hein, je ne dis pas que je ne les regardais pas. Carlo Levi, c'est Dybex, avec qui on travaille beaucoup pour les dessins animés sur nos lives depuis le début. Mais ce que je tiens à dire, c'est que, ok, il l'a fait par passion et on l'a pas forcé. Mais les outils de l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sous-titrent, qui machin. Mais les outils, c'était pas du tout les mêmes outils, c'était de l'Avid, du laserdisc à reporter, enfin les méthodes. Non, c'est trop technique après, mais la méthodologie est beaucoup plus confortable aujourd'hui. On n'avait pas de transcodeur, on avait des choses. Ce type est fou. Ce type avait un vrai travail. Et puis après, tu devais chercher aussi de l'aide pour la traduction. Pour la traduction. Ça, j'ai tout fait moi, parce que je parle couramment japonais. Non, Alex, évidemment, avait fait les traductions, sauf pour l'épisode musical, justement, il n'était pas là. Donc c'était une personne qui s'appelait Eve Chauviré qui avait fait la traduction, on l'avait fait ensemble. Mais c'est vrai que pour le transcodage, on avait le transcodeur qui était utilisé pour les jeux vidéo, qui n'était pas du tout fait pour faire de la vidéo pure, c'est-à-dire de LD. Donc il avait fallu que je hack un petit peu la machine pour trouver comment faire. Le début de l'apprentissage du métier de Cyril. Mais oui. Non, mais je sais qu'à l'époque, d'ailleurs, j'avais décablé le banc de saisie pour faire les trucs. Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'avais tout rebranché, j'avais oublié de brancher un câble et je me suis fait. Laurent Madjarian t'a tué, non? Voilà, le directeur technique, il m'a allumé. Évidemment, il aimait pas qu'on touche les trucs, c'est normal. Quoi. Mais c'était fait pour le jeu vidéo, c'était pas fait pour le. Donc moi, je devais utiliser le matériel d'une autre manière. Voilà. Sacrée époque. Eh bien, une belle entreprise. Merci Jean-Pierre. Merci à vous de m'avoir reçu à l'époque. Et une bise à Alex qui est derrière. Je suis très heureux que tu m'aies invité et d'être avec vous là. On est très heureux. Et longue vie à nos lives. Hein. Merci beaucoup. J'en dirai pas plus puisqu'après ça va être. Je suis fan.
On dirait qu'ils ont invité un fan de No Life, non. Trop bien. Allez, on continue tout de suite avec la série. On va regarder maintenant l'épisode 37. On reste pas sur notre fin. Il y a plein de choses à voir. Allez, c'est parti. Voilà l'épisode 37, ah mais quel épisode, Mazette, il se passe des choses en continu, on a l'empereur Néo, on a la déclaration de guerre au monde entier, on a le New Nautilus qui s'élance, Avec un thème musical de ouf godin, comme disent les jeunes. mais carrément. Les vieux jeunes, déjà. C'était la On on en avait déjà parlé lors de la diffusion de la fin de la série sur No Life avec tout ce qu'a fait Nadia. Mais donc toi, Julien, spécialiste de Leiji Matsumoto, tu nous as pointé tous les parallèles qu'il y avait entre Space Battleship Yamato et tous ces plans là du Nautilus. Effectivement. Il y a des reprises plan par plan en fait, Voilà, le du vaisseau. l'éveil du vaisseau, et après, des choses que vous allez découvrir dans les épisodes à venir, qui sont également reprises plan par plan. Comme je l'avais dit à l'époque, il y a un excellent site qui s'appelle l'Univers de Yamato, qui a des comparaisons. qui a vraiment fait le comparatif de ces images, et là on fait d'accord, ok. Et d'ailleurs ils ont toute une page sur Yamato chez Gainax, on voit que à peu près dans tout ce qu'a fait Gainax, il y a un moment donné, il y a un hommage à Yamato quelque part. Dans Gunbuster, il y a un poster Yamato dans la chambre de l'héroïne, dans Nadia, il y en a plein, voilà, parce que Anno Hideaki est un énorme fan de Yamato, et il ne rate jamais une occasion de... Juste brièvement, la série Yamato, pourquoi est-ce qu'elle a eu autant d'impact au Japon? Alors, Yamato, donc c'est une série qui est passée, si je ne me trompe pas, en 1974, et ça a été, je pense, le grand space opéra de l'animation japonaise, en tout cas, qui a lancé tout un tas de codes et toute une structure qui a été reprise après, qui a influencé de nombreuses séries, même des choses comme Gundam ou autres, ont emprunté ou en tout cas bénéficié de ce que Yamato avait apporté à l'animation. Et oui, c'était une grande saga fleuve où on suit le voyage de ce vaisseau, donc le Yamato, qui doit partir dans une quête dans l'espace pour retrouver le Cosmo Cleaner D, donc qui est une machine miraculeuse qui pourra sauver la Terre des radiations parce que la Terre est bombardée par des aliens belliqueux, les Gamilas, qui veulent tuer tout le monde et donc qui irradient toute la Terre. Donc les humains sont obligés de se cacher sous terre et en secret, ils construisent le Yamato sous l'épave du vieux Yamato de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc avant qui était au fond de la mer et qui se On retrouve est dans le parti désert. dans le dossier Yamato, mais, Voilà, mais c'est passionnant. Mais en tout cas, ils partent là, et puis dans chaque épisode, en gros, ils avancent un peu vers leur destination. Il y a un compte à rebours, parce qu'ils savent qu'ils ont 1 an pour faire l'aller-retour, sinon toute vie sera morte sur Terre, donc il y a quand même un peu la pression. Une tension. Il y a un méchant mémorable, bref, c'est une série à voir. Ne serait-ce que le remake qu'ils ont fait, Yamato 2199, qui est vraiment excellent, un remake très intelligent de la série. Et notamment, une des choses qu'on retrouve dans Yamato, c'est qu'à un moment donné, les Gamilas ont un dispositif démoniaque. En gros, ils ont un canon sur une planète et ils utilisent des satellites pour le réfléchir, pour atteindre des différents points dans l'espace. Et voilà, c'est la tour de Babel de Neo Atlantis, c'est la même. Notamment, des plans de cette arme sont les mêmes dans les deux séries. Ah, ça me fait des petits flashbacks de déflectoires sur Amiga. J'ai dû orienter les miroirs pour faire arriver le rayon à la destination. Mais bref, donc un épisode de fou, des décors magnifiques, une réa incroyable, et puis les musiques. Tout à l'heure, on parlait avec Jean-Pat des Nuits Nadia, des omnibus. Toi, Julien, c'est des choses que tu avais vues en tant que fan à la télé, c'est ça? En fait, c'est une histoire assez rigolote parce que je les ai pas vus dans leur diffusion nocturne originale. Moi, je les ai vus un été, en mettant la télé chez mes parents et tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Game One, qu'est-ce qui passe? De l'animation. Et puis c'était les Nuits Nadia qui étaient rediffusées donc dans l'après-midi. Je sais plus, je pense que ça devait commencer à 16h ou par là, ou à 15h. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu. J'ai raté les premiers épisodes de la série d'ailleurs. J'ai commencé à regarder un peu comme ça pour passer le temps. Et puis, avant que je m'en rende compte, j'étais accro et j'enregistrais les Nuits Nadia sur des cassettes de 4 heures. Et ce qui est assez drôle, outre le fait que je me suis fait spoiler toute la série, enfin certains des gros twists de la série par ma sœur qui passait par là et qui a dit genre « Ah, je vous rappelle, c'est Nadia, c'est passé sur la 5, en fait, elle est machin, et puis bidule, et puis en fait, il va se passer ça. » Merci. Tu prends donc une revanche publique des années après, d'accord. Non, mais c'était rigolo parce que, voilà, ma sœur avait vu sur la 5, du coup, la série, et ça l'avait suffisamment marqué pour qu'elle s'en rappelle des années après. Faut quand même noter ça.
Et en tout cas, j'ai découvert des gens. Cyril Lambin, Alex Pilote, Jean Pat, t'as vu. Moi j'ai eu ma petite émotion de voir Jean Pat en vrai après toutes ces années. Et puis ça m'a réintéressé à l'animation japonaise parce que j'ai toujours été fan de Matsumoto, Albator, Galaxy Express, mais à part ça, j'avais jamais trop accroché au Club Dorothée, que j'avais d'ailleurs pas trop le droit de regarder. Donc c'est vraiment Nadia Nadia m'a fait acheter Animeland. Voilà, elle m'a fait acheter mes premiers artbooks. J'ai eu ma grosse période otaku, on va dire un peu plus généraliste, moins centrée sur Matsumoto, à cause ou grâce à Nadia, au choix. Et Comme quoi, quand on décide de faire des soirées, les conséquences vont peut-être parfois plus loin. Et sans ces nuits Nadia, j'aurais sûrement jamais été travailler à Kazé, j'aurais sûrement jamais rencontré Davy Mourier. Quand No Life s'est monté et qu'il m'a dit c'est un truc monté par Alex Pilote, j'aurais sûrement pas dit genre le mec des Nadia, je me rappelle. Et donc voilà, donc finalement c'est un petit domino qui tombe dans la nuit. Voilà, il y a un haïku à faire avec ça. Et puis sans les nuits Nadia, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui. Très bien. La roue tourne. Mais, voilà. Merci Julien de ce témoignage. On va continuer dans la soirée avec encore une fois un segment, une interview de Monsieur Okada, et avec une question un peu particulière. Je crois que c'est toi Manu qui l'a soumise. Tu voulais profiter de cette interview pour le questionner sur un point précis. Tout à fait, c'est Alex qui m'a demandé « tu as des questions pour Okada Toshio ?» Il dit « je sais que donc, le monsieur qui se faisait appeler l'Ota King, donc le roi des otaku, et je sais que c'est quelque chose sur lequel il avait beaucoup réfléchi. Il a fait des bouquins entiers sur qu'est-ce qu'un otaku, est-ce qu'il y a encore des otaku aujourd'hui. Donc ça, je pense que j'ai trouvé ça pertinent de savoir qu'est-ce qu'il pense des otaku aujourd'hui et est-ce qu'il y a des otaku selon lui encore aujourd'hui. C'est une grande question. Et on regarde sa réponse tout de suite. 昔のオタクっていうのは趣味の一つなんですけども、今のオタクっていうのは逃げ場所の一つですね。昔のオタクは、世の中にいろんな趣味があるんだけども、かなりマニアックな趣味として子供用のアニメーションですね、アルプスの少女ハイジもそうなんですけど、そういうふうなものをあえて大人になっても見ようっていうことが、昔のオタクなんですよ。であとはその鉄道にしてもそうだし、戦車とかもそうなんですけども、戦車を趣味にするのもそうなんですけども、大体普通小学校卒業したらやめるような趣味を中学生高校生もっと成長して大人になってもずっとそれを見てたら、なんか子供の頃には気づかなかったいろんなことが気が付くぞと。じゃあなんか大人向けだからこれを見よう、子供向けだからこれを見ようっていうふうに勝手にメディアの人が決めた枠の中で見るんじゃなくて、大人になった視点でいろいろ見てみたら新しいものが見えてくるぞっていうのがその僕が知っている昔のオタクの視点なんですけども、今のオタクの人たちの視点っていうのはその逃げ場所っていうふうに言ったんですけど、ハリー・ポッターみたいなもんですね。普通の小説では刺激が少ないので、ハリー・ポッターみたいに魔法とかが出てきて分かりやすいのでそちらの方を好む。で、普通の映画や番組見てると刺激が少ないので、もっと極端な髪の毛の色をして、もっと極端な喋り方をして、もっと分かりやすいキャラクターが、なんでしょうね、派手な世界観の中で動き回るっていうのが今のアニメだし、今のオタクたちが求めてるものだと思います。だからその意味ではですね昔のその僕らは日本人は渋いっていうんですけども、地味なものの中から面白みを見出す能力のことを渋いっていうんですけど、そういう渋いオタクが減ってきて、派手なものが好きなオタクが増えてきた。で結果として今のオタクっていうのは今流行ってるものは見るんですけども、昔のものはあまり見ないので、オタクの人があまり勉強しなくなってきたなっていうのがあります。それは僕が前から言ってるオタクがどんどん消費者に近づいてきたという現象ですね。Eh bien, c'est intéressant. Je pense que nous, notre génération, on se retrouve plutôt dans cette définition de l'otaku tel qu'il a vécu. Lui, on a grandi avec les dessins animés, Goldorak, Candy, puis effectivement
Éclat 2, Et puis Club après, quand Dorothée, on grandit, on se rend voilà. compte qu'il y a une profondeur qu'on n'avait pas forcément perçue. qu'on peut on est- revoir des séries en version intégrale, Voilà, oui. qu'il y a des génériques. Ah, il y a eu toute une période parmi nous. Alors, moi, je l'ai fait par exemple. Je sais qu'Olivier l'avait fait aussi. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est aller chercher tous les 45 tours dans les brocantes des génériques de dessins animés parce qu'il y avait que ça ressortait pas. À réaliser qu'en fait, Ouais. ce sont des œuvres culturelles Ouais. envers lesquelles on a une exposition assez limitée et assez éphémère dans le temps, et que mine de rien, si on a envie d'approfondir sa connaissance, ou en tout cas de garder une trace, ça va pas être évident, et il va falloir se battre un petit peu. Alors il y a encore un peu ça maintenant, en tout cas ici en France, je sais qu'il y a des gens parfois qui retombent, parce que les gens qui ont maintenant l'âge qu'on avait nous à cette époque-là, ils ont découvert certaines séries en fan sub. Et parfois, moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oh là, j'ai trié mes CD, je suis tombé sur un truc que j'avais depuis 15 ans, et là c'est la petite Madeleine de Proust ». Et c'est un peu ce qu'on avait nous à notre époque quand on retrouvait un 45 tours, et puis là ils ont des vieux reels pourris, ils pleurent devant. Donc voilà, c'est des choses qui existent encore un peu maintenant. Par contre, apparemment, d'après ce que dit Monsieur Okada, ce n'est plus le cas au Japon. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu la naissance du genre, enfin des animés pour otaku même, qui n'existaient pas au début. Il faut dire aussi que la Gainax a son petit rôle aussi dedans, parce que C'est vrai. c'est Anno lui-même qui a créé Evangelion, qui a bouleversé totalement la vision de l'otaku, et qui, pour certains spécialistes, fait basculer carrément tout l'animé dans le postmodernisme. Et à Je me partir souviens de ça, de la période après la diffusion d'Evangelion au Japon, c'était un peu triste pendant quelques années. c'est du coup, on passe directement d'histoires basées sur l'histoire, sur ce que vivent les héros, à des récits centrés sur les personnages. On s'en fiche de ce qu'ils vivent, mais ils ont un caractère. Ou pas. Ou en tout cas un archétype de caractère. Voilà. Et du coup, c'est les gens qui, pour eux, sont marqués à vie par Evangelion, forcément, n'ont pas eu la même expérience que la génération de Okada et de Anno. Et du coup, c'est des gens qui ont un peu le monstre qu'ils ont créé, mais auquel ils s'identifient plus. Et c'est pour Okada qui a écrit des livres dessus, notamment un qui, de manière assez provoque, qui il a nommé tu ne le sais pas encore, mais les otaku sont déjà morts. Mais Anno aussi est un peu dans cette mouvance, pas autant qu'Okada, mais quand il a fait Evangelion, la première version télé était très critique envers les otaku. Les deux derniers épisodes parce que ont été à la très mal fois reçus. c'était très mal reçu. Bon, certains disaient c'est parce qu'ils n'ont pas eu les sous qu'ils ont fait ça, qui était peut-être un critère économique, mais surtout était un énorme pied de nez et à la fois une sorte de psychanalyse de Anno. Et ce qui est marrant, c'est qu'Evangelion, c'est encore une série qui a un très grand succès, notamment avec tous les remakes et tous les produits dérivés, Et on en voit du Evangelion à toutes les sauces, des chevaux qui font des coups de tiercé, Gendo qui se rase pour aller des trucs. Finalement, c'est assez marrant parce qu'au final, les gens qui étaient des très grands otaku à l'époque ont généré cette nouvelle génération d'otaku qui critiquent. Donc en fait, Mais c'est vrai que faut reconnaître. Moi, j'ai vraiment été otaku entre guillemets, vraiment la période après Nadia, où je consommais un peu tout ce que je trouvais d'animation et tout. Le fait de travailler à Kazé un certain nombre d'années m'a un peu vacciné. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans les chocolateries qui ne veulent plus manger de chocolat, je pense. Il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que les séries, récemment, qu'est-ce que je regardais, Sword Art Online, j'en entendais beaucoup parler, qui est très bien au début, et puis d'un seul coup, on sent vraiment que ça bascule dans un truc pour otaku, et j'ai totalement décroché. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que je trouvais que ça partait plutôt pas mal. Il y a plein de séries de ce type-là qui ont une vraie maîtrise technique, qui sont très, très bien animées, très jolies, mais tu sens que c'est quand même des trucs... Voilà. Et Quand tu disais créer un monstre, le marché lui-même de l'animation au Japon est devenu tel que il y a des choses que tu dois faire dans certains créneaux pour pouvoir produire. je pense que les gens qui s'en sortent c'est vraiment devenu avec un peu difficile. les gens qui s'en sortent avec une vraie vision artistique, on les connaît puisque c'est des séries qui percent aussi ici en Occident. Au final, c'est des gens qui vont pas s'adresser forcément à cette cible-là. Et ils se disent on va faire un truc pour se faire plaisir et puis tant pis si ça plaît pas. Après forcément, aussi, on peut voir que le nombre de séries originales au Japon, qui sont vraiment des projets originaux qui ne se basent sur aucune licence, aucun titre préalable, c'est des titres qui mettent 5 ans, voire plus de développement, qui arrivent une fois,
qui ont relativement un beau succès d'estime, mais qui n'ont pas un gros succès commercial. Et c'est par exemple, je pense à Fantastic Children de Nakamura Takashi, on attend toujours qu'il refasse une série, ou Denno Coil avec Issō Mitsuo, qui est un réalisateur qui s'était révélé un réalisateur et un animateur quand même assez prestigieux, et voilà, on attend toujours qu'il refasse quelque chose après, quoi. En tout cas, ça montre peut-être que quand tu es créateur, tu crées quelque chose, mais tu ne contrôles pas la manière dont les gens vont le recevoir, malgré tous tes efforts. Eh bien, sur ces paroles, on va continuer la diffusion de la série. Là, le suspense monte, on s'approche de la fin. On va regarder maintenant ensemble l'avant-dernier épisode, l'épisode 38. Ah, cet épisode 38, épisode 38, incroyable. Quand tu l'avais regardé quand tu étais tout jeune la première fois, Julien, tu m'as confié tout à l'heure. Ouais, j'étais debout en fait. L'excitation était à son comble. Je ne pouvais pas rester assis en regardant cet épisode. J'étais debout, en train de faire les 100 pas derrière le canapé, tellement j'étais à fond. Et aucun autre animé m'a fait ressentir ça. Je tiens à le dire quand même. Mais là, on est dans du combat incroyable au-dessus de Paris, avec d'ailleurs un style parisien assez bien respecté. Hein, t'as l'impression qu'il y a eu je pense pas qu'il y ait eu de la recherche sur place, mais bon, beaucoup de documentation, à n'en pas douter. Pardon, monsieur Eiffel. oui, notre brave Tour Eiffel, elle prend cher. Alors d'ailleurs, on a ce plan du New Nautilus qui va éperonner la Noah pourpre. Alex m'a confié que, effectivement, c'est un plan qu'on retrouve un petit peu dans France 5 quand le jet Charlemagne va à l'assaut de la forteresse Lexos. Ce n'était pas voulu, ce n'était pas une reprise, un hommage direct à Nadia. C'est juste, peut-être que ça montre juste à quel point ces derniers épisodes de Nadia nous ont tous marqués. Voilà, c'est tout simple. Alors, Olivier, tu nous as rejoint. On parlait tout à l'heure de l'état de l'animation japonaise aujourd'hui, de la production et des séries par rapport aux séries dites pour otaku. Toi, tu es un spécialiste du sujet. Comment tu vois les choses de ton côté ? Ça fait déjà pas mal d'années que une plus grosse partie de la production est vraiment marketée pour ce public-là. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui les créations originales sont de plus en plus rares parce que c'est de plus en plus difficile de monter un projet de série télévisée. Déjà les séries télévisées aujourd'hui elles font très souvent seulement 13 épisodes et on attend de voir comment ça se passe avant de refaire une deuxième saison. On lance plus des séries comme ça de 26 ou 39 épisodes comme Nadia qui vont durer 6 mois ou presque une année. Donc, ça arrive très rarement. Ça arrive très rarement, ça arrive encore un peu, mais alors il y a intérêt à ce que ce soit une adaptation d'un gros shonen qui a déjà du succès, ou alors que ce soit du revival sur une grosse licence, un Gundam par exemple. Voilà. Avec beaucoup de merchandising. Aujourd'hui, une création originale comme Nadia qui commence comme ça sur une série d'aventure et qui finit en SF, c'est vraiment des projets qui sont rarissimes et qui sont très difficiles à monter. Sauf si on va dans les codes du Moe ou de choses comme ça, là effectivement... on n'est plus dans l'aventure, enfin, c'est plus trop compatible. Les séries Moe, des fois ça va dans des genres aussi un peu inattendus, mais voilà, ça du coup ça deviendra un produit marketé pour Otak et je pense pas qu'on puisse avoir une créativité. D'ailleurs, une petite parenthèse peut-être pour expliquer ce que c'est le Moe à ceux qui ne savent pas, Emmanuel. C'est compliqué. Le Moe, c'est, on va dire, donc ça passe d'un... c'est à la base littéralement c'est le bourgeon, donc c'est l'émotion qui éclot au fond de soi. C'est, on va dire, arriver à développer un sentiment protecteur chez l'otaku qui devant un certain type de personnage et donc généralement une jeune fille sans défense. Voilà, par exemple, pour développer un sentiment de protection paternelle, parce que malheureusement l'otaku des fois n'a pas eu l'expérience de la paternité, on peut dire, et donc ça peut être une sorte de paternité par procuration, on peut dire. En tout cas, c'est un sentiment très complexe, mais aussi très reconnu. Tout à fait. Je ne sais pas. J'avais entendu parler il y a un paquet d'années d'un chiffrage du nombre d'otaku au Japon. On disait c'était un marché, c'était 200 000 personnes à peu près. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est ou si ces chiffres sont avérés, mais en tout cas. Il est clair que c'est une population qui existe, qui est présente et en tout cas qui fait vivre des productions.
On avait eu l'occasion de parler un petit peu du prix des séries en DVD et maintenant en Blu-ray qui est extrêmement élevé et c'est vraiment grâce à l'achat de ces fans qui sont juste quelques milliers par série mais qui achètent ces épisodes très chers, qui participent au financement et qui font que les séries se font. En tout cas, c'est aussi une partie de la production japonaise d'aujourd'hui, clairement. Oui. C'est... Et donc, je reviens à Nadia. Encore une fois, des projets sortis un peu de nulle part, comme ceci, c'est vraiment quelque chose, je pense, ça serait impossible de refaire une série comme ça aujourd'hui. Premièrement parce que les chaînes de télévision veulent, un peu comme en France aussi ou en Occident, mais elles veulent avoir de plus en plus un contrôle sur l'évolution de la série, sur ce qui va s'y passer, et laisser comme ça un Hano qui laisse libre cours à ses états d'âme, à Okada qui fait ces 3 parties de la série comme il nous l'a expliqué. Je pense que c'est quelque chose qui serait invendable à des producteurs aujourd'hui. Les NHK, les producteurs ont bien changé, malgré leur contrôle à l'époque déjà, qui était quand même bien existant, bien présent. Ils sont pas prêts peut-être à refaire ce genre de choses. C'est bien dommage. En tout cas, on va rester sur le sujet des otaku, puisqu'on vous a préparé un Notchan spécial sur Nadia. Allez, c'est parti, c'est à toi Notchan. Salut Zotak, c'est Notchan. Moi aussi je regarde l'éveillé Nadia. Ah, ça fait du bien de se revoir tous les épisodes à la suite. En plus avec Jean-Pat qui est revenu nous voir pour l'occasion. Salut Jean-Pat. Et tu te souviens du mémoire vif que Cyril avait fait pour les nuits Nadia? Eh bien Julien Pirou a repris le flambeau la semaine dernière pour faire un rétro de Magic sur le sujet. Plus de 13 ans après. Vous vous rendez compte? Il s'est passé plus de temps entre la création de la série et les nuits Nadia qu'entre les nuits Nadia et aujourd'hui. Mais j'aurais pensé l'inverse moi. C'est marrant comme la timeline est déformée dans la tête. En tout cas, dans son rétro de Magic, Julien n'a pas dit que cette série a eu un tel succès qu'on pouvait y retrouver des références dans d'autres jeux vidéo. Par exemple dans League Bowling, sorti sur Neo Geo pendant la diffusion de la série, où Nadia fait partie de la foule en arrière-plan. Il y a aussi l'excellent Gunstar Hero de Treasure sur Mega Drive en 93, où le joueur devait faire face à une équipe parfaitement inspirée de Glandis, Samsung et Handsome. On y trouve même des références à l'eau bleue, ainsi qu'une inspiration dans Mecha Design. Dans Star Parodier, sorti en 92 sur PC Engine CD-ROM, à la fin du stage 3, dans le passage sous-marin, on peut apercevoir le Neo Nautilus piloté par un petit Bomberman. Si c'est pas mignon. Et certains hommages à cette série culte sont plus gastronomiques. Par exemple, ces Calaben Nadia sont absolument époustouflants. Surtout celui-là fait avec de l'algue découpée. Et y a pas à dire, ça change des Pikachu et des Totoro, hein. Vous connaissez peut-être les Custom Ningyo ou les Custom Dolls chez nous. C'est une poupée au regard un peu flippant qu'on peut habiller, maquiller, etc. Eh bien, un modèle spécial Nadia est sorti en 2012. Alors moi j'aime bien Nadia à la base, mais là en version Custom Doll, non, ça me plaît pas. Je dois pas être dans la cible. Et le meilleur pour la fin, après toutes ces années d'attente, la société Kotobukiya va nous sortir un pool à modèle absolument magnifique du Neo Nautilus. Les précommandes ont commencé depuis janvier, et la bestiole, d'une longueur de 31 cm, sortira en novembre. Et franchement, je pense que je vais craquer. Car pour 5440 yens, soit une quarantaine d'euros, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je me réinstalle devant la télé car c'est bientôt les derniers épisodes et je vais en profiter un max, même si j'ai déjà vu 5 ou 6 fois. Allez, à la prochaine les stacks. Eh bien, au prix que ça coûte et en voyant le résultat, je pense que ça va demander des actions immédiates d'import. Ouais, surtout que là, en plus, même les gens qui ont du mal à peindre correctement des maquettes, le problème ne se pose pas, donc tout de suite, c'est vrai que c'est tentant. Ah bah, ça, effectivement, c'est au Japon où tu trouves les assemblages les plus intéressants et les plus ingénieux du monde entier, je pense que c'est clair. Ça va prendre de la place sur les étagères. 60 cm, c'est ça? Oui, Ouais, ça fait pas mal. Arlog va être jaloux, l'Arcadia que j'ai ne fait que 40 cm. C'est pas grave, c'est dans ton cœur. Et si tu veux, je te donnerai les tips de Jean-Marc de Metal Missile and Plastic Gun pour l'entretien des figurines et ces sortes de choses. Merci Notchan, je pense que je vais me laisser tenter. Je crois que je n'ai pas le choix. Ouais.
Et Faut être honnête, hein, on en a envie. on en a envie. Et il me vient à l'esprit juste une petite anecdote avec le Neo Nautilus, ou New Nautilus. New Nautilus, ouais. Qui je ne sais pas Neo pour Nautilus ceux, en français, en ouais, fait. pour ceux qui ont vu le reboot d'Evangelion en film, dans le troisième film, là ils ont repris le thème du New Nautilus dans une espèce de version ultra épique avec des chœurs et tout. Ah, et puis ouais. quand on le regarde, on fait, je connais cette musique. Ça me dit quelque chose. Et puis d'un seul coup on reconnaît, on fait, ouh là. Et voilà. Mais C'est un le même grand moment. compositeur, bien Ouais, sûr. ouais. Et puis c'est toute une séquence hommage qui est juste incroyable, quoi. Eh ben, comme quoi ça marque toujours encore aujourd'hui. On va regarder maintenant une interview, l'interview d'une autre personne qui a travaillé sur la série à l'époque. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a quelques plateaux. C'est Monsieur Matsubara qui a été animateur sur plusieurs épides de la série. Directeur de Qui a été l'animation, aussi c'est directeur de l'animation sur un épisode. Qu'on connaît pour son caractère design sur Oh My Goddess, Amegami-sama. Oui, il a fait les OAV, le film, la série télé, aussi qu'il a travaillé sur du Sakura Wars. Enfin, c'est un peu l'animateur des séries de Kosuke Fujishima. Très bien. Et en fait, on a profité de sa venue en France lors d'une convention pour lui poser quelques questions. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'est pas forcément très volubile dans ses réponses, contrairement à Monsieur Okada, qui lui est un homme de scène, animateur qui passait à la télé. Là, on a quelqu'un qui est animateur internaliste, C'est les directeur de petites l'animation. mains, les petites mains de Et voilà. l'animation. C'était aussi intéressant de voir ce qu'il pouvait nous dire sur la série, et on regarde ça tout de suite. 5話8話十何話か10とにかく、そのあたりを 2,3 回原画で参加して、あとは最終話で参加してます。画集が出たんですね、ナディアの。それの書き下ろしを書いたこともありますし、 CD ジャケットを書いたこともあります。で後半はとても大変だったみたいです。でもそれはまあどのアニメも同じようなものだと思いますけど、はい、まあ時間は限りがあるので、その中で、どれだけのことができるかっていうのが僕たちの仕事だったりもするので、それが追いつかないこともやはりあります。あとはNHK で日本の、国の国営放送なんですが、それだと、日本にいればどこでも見れる、民放と違って必ず見れる、番組なので、だから多くの方に見てもらえたと思います。印象深かったのは途中でその乗務員が隔壁に閉ざされて溺れて亡くなってしまう回があるんですが、その回がものすごく印象深いですね。はい、本当にいろんなことが描かれてるんですよね。その大人とか子供とか、アニメーションにおいては子供がすごく活躍したりするのが当たり前だったりするんですけど、ナディアは大人のできること、子供のできることっていうのをしっかり分けて書かれていたり、誰が何をするか、どういう選択をするかっていうことに関してすごくごまかしなく、なるべくごまかしなく語ることが、その子供が戦うってばかりいるようなアニメはできていたと当時思ったんですね。監督が嘘のないようにしたかったっていうことなので、そういうことなんだろうかなと思います。 Voilà, alors je sais que vous attendez ce dernier épisode, on va y venir sans plus attendre, à moins que Julien tu nous racontes à nouveau Yamato ou qu'on ait une... Non, nous mettons l'épisode. Moi-même j'ai envie d'en voir. Est-ce qu'on a raconté l'histoire originale de Jules Verne Ok, stop, allez c'est parti, pardon pour cette attente, on regarde tout de suite ensemble le dernier épisode. Voilà, la fin de Nadia. Avec cet épisode 39, d'une gravité incroyable. Pour
ceux qui découvraient à l'époque, qui se disaient bah, c'est juste un dessin animé, voilà, bon bah non, c'est un peu plus que ça. Il y a des scènes super dures en revoyant là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à sa diffusion en France sur la 5, Cyril a compté. Il y a 18 plans qui ont été coupés, tous les plans il y avait du avec sang. de l'hémoglobine. Voilà. À cette époque-là, le sang, ça passait pas très bien à la télévision, surtout dans des émissions dites pour enfants. Donc ça se comprend. Après, des fois, il y a toujours d'autres coupures qui sont un peu moins compréhensibles, mais bon, c'est vrai que cet épisode-là... La scène où Neo tombe au sol et se répand au sol, faute d'un meilleur terme, je me rappelle, à l'époque... T'étais assis? Oui, là j'étais assis sur celui-là parce que je commençais à avoir mal aux jambes et tout. Mais... Et puis tu parles de Neo, mais oui, Neo, la musique, voilà, qui surpasse les limites de la science, on peut le dire. 101%. Et puis l'épilogue avec le futur des personnages. Là, c'est une série avec une belle fin, une vraie fin. C'est très rare que dans les séries japonaises, il y ait une conclusion et on découvre ce qui va venir après. Souvent, les séries se finissent toujours des fois un petit peu sur des fins ouvertes ou des choses comme ça. Là, voilà, il y a un début et il y a une vraie fin. Je sais que avec le grand âge, j'apprécie dans les séries maintenant quand ils prennent le temps de faire un épilogue, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, voire parfois un épisode entier pour les séries les plus longues. Et ben ça contribue en fait finalement aux souvenirs qu'on garde avec soi. Complètement. Voilà. Complètement. Donc après, il y a eu un film. On Ah va bon pas en parler parce qu'il n'existe pas, il n'est pas bien. Il n'existe toujours pas. On avait déjà dit qu'il n'existait pas auparavant, donc il n'existe toujours pas. Voilà. Donc, tu veux dire que c'était officiel en fait? Non, je pense que c'est une conspiration. C'était 39 épisodes, une très belle série. Voilà, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, mais ces Veillées Nadia sont bien sûr une référence aux Nuits Nadia, aux Omnibus Nadia qui avaient été faits à l'époque sur Game One. Sur Game One, il y a 13 ans. C'est dire à quel point ça nous avait marqué. Bah visiblement, c'est très touchant de voir que ça revient comme ça 13 ans après. Je crois qu'il y a eu une petite recherche dans un dictionnaire des synonymes pour utiliser le terme soirée. C'est ça? Ni soirée Nadia, ni nuit Nadia, ni... Veillée Nadia, c'est pas mal. Veillée, c'est classe. C'est Apéro, c'est ça que vous avez fait? On a fait l'apéro, on a fait le pouce café. Le pouce café, c'est drôle, moi je trouve ça bien. Et qu'est-ce que tu en penses là, Jean-Pat, de cette diffusion? Tu t'es amusé avec cette série? Tu l'aimes toujours autant? Moi, je vais mettre mes gosses devant pour vous donner mon avis, parce que maintenant que j'ai des enfants, c'est ce que je fais, et ils ont un vrai ressenti par rapport au truc, à tel point qu'ils ont dit, mais comment vous faisiez les choses pareilles sur les plateaux de l'époque? Mais moi, ça nous prouve que dans l'ADN de No Life, il y a de ce qu'on a pu faire à l'époque, et comme vous êtes meilleurs que nous pour ce qu'on faisait à l'époque, ça veut dire qu'on s'était pas trop... Ben non, mais tu m'as demandé mon avis. D'accord. Hein, et tu n'as pas ton chéquier sur toi, tu ne peux pas m'avancer. Effectivement, de toute façon, je le sais. Donc je le dis très sincèrement, moi c'est ça que je vois, c'est le côté, cette petite fierté de se dire on s'est pas trompé parce qu'on fait des métiers pour des gens qu'on ne connaît pas, hein, pas tous, quand il y a du monde on les connaît pas tous, et puis avoir ces retours, cette impression, et là 13 ans après voir que, mais c'est une évidence en plus Nadia sur No Life, enfin, limite je me suis demandé si vous l'aviez pas déjà, voilà, mais... Voilà, c'est ça que moi que je trouve bien, c'est que ça reste dans l'esprit de partager avec les gens. En plus, il y a des histoires de génération qui se renouvellent, avec le petit Julien qui m'a connu chauve et qui a été ému comme ça. Et non, mais c'est vrai, voilà, le temps passe et j'allais dire un truc de marketing, les produits comme Nadia, mais non, les œuvres comme Nadia restent et sur de nombreuses générations, y compris moi qui, vous le savez tous maintenant depuis pas mal de temps, ne suis pas aussi sensible que vous tous à la Japanimation, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes des fictions de ce type-là, forcément tu t'en souviens. Pas aussi bien que vous, parce que vous êtes un peu les geeks, hein, bon, ben voilà. Mais voilà, c'est ça que moi je retiendrai. Et que c'est... il n'y a pas besoin de 1000 expériences de vie dans les métiers qu'on fait. Il y en a quelques-unes qui restent comme ça. Et ce qui est encore plus efficace, c'est quand il y a des gens, des inconnus, qui vous remémorent ça et vous dites « Ah oui, mon Dieu, j'ai fait ça. » Ah bah finalement, ça a servi à quelque chose. Et qu'on se souvient de toutes les anecdotes qu'on a racontées tout à l'heure, la douleur et la difficulté pour faire ça en cachette, c'est interdit. Enfin, je les attends. Donc voilà ce que j'ai regardé.
On tient bien sûr à remercier Dybex avec qui on a pu organiser cette diffusion. En plus, la diffusion du remaster HD. C'est vrai que quand donc c'était sorti d'abord en édition limitée en Blu-ray au Japon, un tarif hallucinant, hein, de plusieurs centaines d'euros, avec, je crois qu'il y avait même une figurine avec. Et quand tu as su que Dybex l'avait dans le catalogue, effectivement tu disais c'est une évidence. Et nous on était là quand même, faudrait qu'on puisse passer Nadia, ce serait tellement bien. On avait déjà passé tellement d'œuvres de Gainax, et Alex et moi, comme on avait travaillé dessus, on se disait vraiment faudrait qu'on puisse. Et donc du coup t'as réussi à... Ça a été compliqué ou pas? Parce que maintenant c'est toi qui es de l'autre côté, moi j'étais pas dans cette négo, ça a été compliqué ou pas? Pas tant que ça, parce que on travaille depuis longtemps avec Dybex et ça se passe très bien. Donc effectivement, on a pu discuter, on a pu organiser un plan sur l'année. Et évidemment, on était sur un petit nuage pour faire ça. Bah oui. On savait que il y aurait une diffusion des épisodes de Lille ou peut-être une incompréhension. Je ne sais En pas, plus, ça collait pile poil avec le début de la diffusion en HD de No Life. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on était en HD depuis peu de temps. On cherchait une belle série, Et ben, un voilà. beau remaster. C'est Les génial. Japonais sont très très forts dans le domaine. On en a déjà parlé. La version HD qu'on a passée, elle est très très belle. Il y a plein de séries qui sont remasterisées en France qui sont vraiment pas belles du tout. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est un vrai travail qui est d'orfèvre qu'ils ont fait. Donc, on est très content d'avoir passé. Super. Et donc, 13 ans après les omnibus Nadia, les veillées Nadia sur No Life, est-ce que peut-être dans 13 ans, on fera à nouveau quelque chose Je ne sais pas. Olivier! On comparera avec un remake entièrement en images de synthèse et en... Ah, ils vont peut-être faire un remake. On fera les après-midi, comme on sera à la maison Oui, de mais repos. pas plus les veillées là. Non, l'après-midi. Non, ça sera le goûter. Le goûter Nadia. Et seulement 2 C'est épisodes, Nadia. parce que... Après la météo. Tu me mets ça après la météo. Eh bien, merci à Merci tous à vous. d'être venus lors de ces veillées. Merci à vous de nous avoir regardés. 13 ans après, à nouveau, des nuits Nadia. Je pense que c'est peut-être la preuve que les grandes séries ne meurent jamais. Merci.